Le B-29 Superfortress était sans doute le bombardier le plus avancé de la Seconde Guerre mondiale, mais cela ne rendait pas le travail de bombardier plus sûr. Cette superforteresse aérienne était-elle vraiment avancée pour son époque? Elle intégrait des ordinateurs de vol, et pour le ciblage des tourelles. Elle a aussi pressurisé toutes les zones de l'équipage, rendant le vol bien plus confortable. Mais ces changements ont également rendu le bombardier beaucoup plus complexe et compliqué, malgré le fait qu'il soit plus grand que ses prédécesseurs. Et l'ajout de nouvelles technologies, curieusement, a également multiplié les façons de tuer son équipage. Dans cette vidéo, j'analyserai l'intérieur de ces bombardiers mystérieux et son évolution par rapport aux anciens modèles américains. Et bien sûr, nous parlerons des façons surprenantes dont ces nouvelles technologies pouvaient te tuer. Si tu avais la malchance de travailler à l'intérieur de ces super forteresses volantes, alors installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club. En 1940, le haut commandement américain était bien plus préoccupé par la situation dans le Pacifique que par celle en Europe. La guerre avec le Japon était inévitable et, dans ce cas, il fallait des bombardiers à très longs rayons d'action pour pouvoir couvrir le vaste océan Pacifique. Le B-17 Flying Fortress et le tout nouveau B-24 Liberator n'étaient pas mal du tout. Le B-17, par exemple, avait une portée effective de 3800 km. Mais dans le Pacifique, les trajets étaient presque toujours très longs, et les bombardiers disponibles étaient très mal équipés pour permettre à l'équipage de supporter des journées aussi longues. À l'intérieur de ceci, il fallait un bombardier capable de transporter plus de bombes, d'avoir une portée bien supérieure et, bien sûr, d'être mieux équipé pour des trajets vraiment longs. L'armée de Lockheed prévoyait aussi de demander un bombardier plus grand que le prochain modèle. Les 24 Liberator et les Boeing gagneraient en ce concours face à Consolidated et le XB-29. Ce prototype, en 1942, serait appelé le BE-29 Superfortress. Inutile de dire qu'il avait été accepté face à sa concurrence, car le BE-29 était une version plus grande et bien plus raffinée que le déjà réussi B-17. Ce nouveau modèle permet presque de doubler la portée, atteignant environ 5000 km en charge et en ferry. C'est-à-dire après avoir largué les bombes, et à vide. Cette portée pouvait atteindre les 7000 km, exactement ce dont l'armée de l'air avait besoin. Le B-29 pouvait transporter 15 tonnes de bombes, tandis que le B-17 ne pouvait emporter que 7,5, et cela en surcharge. Et, bien sûr, la grande amélioration par rapport à sa version précédente, c'est que tous les compartiments de l'équipage étaient pressurisés. C'était un grand progrès par rapport aux bombardiers précédents, car cela rendait le fait d'être à l'intérieur beaucoup plus confortable. L'usage des masques à oxygène était réservé au combat, et le chauffage a éliminé le froid extrême. Toutes ces améliorations ont permis aux États-Unis de gagner la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Mais si tu regardes bien, le BE-29 n'a augmenté sa taille que de 40% par rapport à son prédécesseur. Et la nouvelle version a presque doublé toutes les caractéristiques de l'ancien B-17. En incorporant plus de réservoirs de carburant, un système de pressurisation complet, et, bien sûr, en doublant la taille de la soute à bombe. Mais s'il n'a augmenté que de 40% en taille, comment a-t-il doublé toutes ces caractéristiques, en optimisant bien mieux l'espace du bombardier? Voici un schéma détaillé de l'intérieur d'un B-29. Et en gros, l'avion se composait de 4 parties. La première était la cabine avant de l'avion. Elle était pressurisée, et bien sûr, c'était le compartiment le plus encombré de l'avion. Ici, cohabitaient le pilote, le copilote, le bombardier, l'ingénieur, l'opérateur radio et le navigateur, tous avec des positions relativement confortables et ergonomiques pour leurs tâches respectives. Ensuite, un peu plus à l'arrière, se trouvait la soute à armes où étaient à stocker les bombes. Bien sûr, cette soute n'était pas pressurisée. Plus loin à l'arrière, il y avait le compartiment des artilleurs, qui était entièrement pressurisé, et dans lequel pouvaient cohabiter 3 ou 4 membres d'équipage. Les artilleurs de sabord, de droite à gauche, et celui de la tourelle supérieure. Cela peut te sembler un peu étrange que la tourelle supérieure soit aussi éloignée de la position de l'artilleur. Et la raison c'est que la tourelle supérieure était contrôlée par ordinateur. Le tireur devait seulement la viser, et la tourelle serait automatiquement dirigée vers l'endroit. À l'arrière,
se trouvaient des cabines et une salle de bain très peu privée. Enfin, la queue de l'avion était le seul espace non pressurisé de l'équipage. Il fallait sortir par cette porte pour entrer dans ce compartiment. C'était essentiellement un entrepôt, et il servait aussi à accéder au dernier compartiment du bombardier, qui était la cabine du mitrailleur de queue. On entrait par cette porte dans le compartiment le plus isolé et pressurisé de l'avion. Au total, il y a 4 zones communes, où les membres d'équipage pouvaient circuler. Mais si tu as été observateur, tu auras remarqué que la cabine du pilote et celle des artilleurs sont séparées par la soute à armes et qu'elles ne communiquent pas entre elles. Comment les membres d'équipage faisaient-ils pour passer d'une cabine à l'autre? Ils utilisaient le tunnel de communication. Ils reliaient les 2 compartiments tel un couloir. En raison de la taille de la soute à armes, la seule façon de relier ces cabines était ce tube. Celui-ci faisait 10 mètres de long et avait un diamètre de 60 cm. L'espace était juste suffisant pour ramper sur le ventre, et il était recouvert d'une bâche, faisant partie des cabines pressurisées. Ainsi, tu ne t'égratignais pas les coudes en avançant. Si tu étais rapide, tu traversais le tunnel en 50 secondes. Ce tunnel est l'une des parties les plus caractéristiques du bombardier. Mais était-il dangereux? En vérité, oui, c'était très dangereux. Le BE-29, comme le B-17, avait le même plafond de vol, et restait vulnérable aux canons antiaériens et aux chasseurs ennemis. Si un tir touchait la fenêtre de l'un des artilleurs, ou l'un des nombreux dômes d'observation de l'avion, de mauvaises choses pouvaient arriver. Si l'un de ces tirs atteignait l'une de ces parties, l'avion se dépressurisait soudainement. En raison de l'étroitesse du tunnel, le vent causé par la dépressurisation pouvait atteindre 240 km/h à l'intérieur du tunnel. Si un membre d'équipage se trouvait à l'intérieur, cela ferait un effet Sarbacane. Il serait projeté à cette vitesse et s'écraserait dans la cabine des artilleurs ou à l'avant. Évidemment avec des conséquences mortelles. Le pire, c'était si tu étais proche. Tu pouvais être aspiré, et selon la façon dont tu entrais dans le tube, à 200 km/h, tu pouvais te briser tous les os, te transformant en bille. Ce n'était pas très courant, mais suffisamment pour que les manuels comportent un avertissement à l'intention de tous les membres d'équipage. Pour éviter cela, les membres d'équipage étaient obligés de dépressuriser lentement l'avion, à mesure qu'ils approchèrent de la zone cible, afin que si l'avion se dépressurisait à cause d'un tir, il ne se passe absolument rien. Officiellement, ils dépressurisaient l'appareil 30 minutes avant la zone de combat. À ce stade, on utilisait l'oxygène, rendant l'appareil invulnérable aux dépressurisations. Mais seulement s'ils étaient surpris avant d'atteindre l'objectif. Tout cela pouvait arriver, surtout en considérant qu'avant d'atteindre la zone de combat, les membres d'équipage pouvaient se déplacer librement dans l'aéronef. C'est certain, c'est impressionnant de voir à quoi ces hommes devaient s'exposer pour servir leur nation. Si tu veux savoir pourquoi parfois les B-17 larguèrent leur tourelle ventrale au sol, je te recommande cette vidéo que tu as à l'écran. Merci d'avoir regardé celui-ci. Et bien sûr, au revoir.